Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le nombre de victimes est très important. 16 ans après la fin de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, des combats parmi les plus graves de ces dernières années ont repris ce dimanche à la frontière entre les deux pays, une zone qui reste très contestée. Le conflit avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1998 et 2000. La brusque envolée des prix d'Internet passe très mal en RDC. Certains abonnements ont été multipliés par 5. Beaucoup de Congolais doivent tout simplement y renoncer. Certaines ONG y voient une tentative de répression. Le gouvernement assure qu'il n'en est rien et s'en remet à l'autorité de régulation. C'est un homme brisé qui ne mérite pas la prison, selon les uns, un meurtrier froid et calculateur, selon les autres. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, reconnu coupable du meurtre de sa petite amie, devrait être fixé cette semaine sur sa peine. L'audience clé a démarré ce lundi à Pretoria. Que se passe-t-il à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie? D'intenses combats ont repris hier dans cette zone contestée et ont fait un nombre très important de victimes dans les deux camps, selon le gouvernement éthiopien. Les deux pays en conflit depuis des décennies s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces combats. Écoutez les précisions à Addis Abeba de Karim Lebourg. L'Éthiopie parle d'affrontements sans précédent depuis plusieurs années avec l'Érythrée. Le gouvernement éthiopien évoque un nombre important de victimes des deux côtés après des échanges d'artillerie lourde entre les deux armées. Asmara et Addis Abeba se rejettent mutuellement la responsabilité de ces affrontements qui ont commencé samedi à la frontière entre les deux pays. L'Éthiopie et l'Érythrée sont en état de guerre froide depuis la signature des accords de paix en 2000, mais les tensions sont persistantes. Les deux armées échangent régulièrement des échanges de tirs sur la frontière. Chaque jour, des centaines d'Érythréens fuient également vers l'Éthiopie et cherchent souvent ensuite à migrer vers l'Europe. Les combats ont pour l'instant cessé, mais cette escalade militaire vient souligner la fragilité et l'instabilité de la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et puis j'ajoute que ces combats interviennent en tous les cas 5 jours à peine après la sortie d'un rapport accablant de l'ONU accusant l'Érythrée de crimes contre l'humanité. De nouveaux accrochages dans le nord-est du pays entre l'armée et des rebelles ougandais. Ça se passe au Congo. Les autorités affirment avoir tué 5 membres des ADF dans la région de Beni, théâtre de massacres récurrents attribués à cette milice. Et puis en cette année électorale particulièrement tendue en RDC, un déplacement du chef de l'État qui ne passe pas inaperçu. Le président Kabila est à Lumumbashi, ville réputée frondeuse dont est originaire l'opposant et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi. Le président participe à la conférence des gouverneurs dans cette région. Et pendant ce temps, à Kinshasa, la gronde ne cesse d'enfler autour des prix d'Internet. Déjà très onéreux, certains abonnements ont été multipliés par 5, privant tout simplement de nombreux Congolais d'un accès à la toile. Certains y voient la main du gouvernement pour enlever un précieux moyen de communication en ces temps de crispation politique, ce que nient catégoriquement les autorités. Le récit de Nicolas Germain. La colère enfle au Congo. Les prix de l'Internet se sont envolés et certains soupçonnent le gouvernement d'avoir orchestré cette inflation. L'an dernier, pendant plusieurs semaines, il avait coupé le réseau à la suite d'émeutes contre le président Joseph Kabila. Moi, je crois que c'est politique, étant donné déjà qu'on a vécu un total blackout le 20 janvier, où on nous a carrément coupé l'Internet. Je pense que la politique est derrière, vu que les élections approchent. Moi, je vais dans les cyber à différents endroits. Je compare les prix. Si le prix coûte, si c'est trop cher par rapport au temps que j'utilise, je m'en vais ailleurs. Et à ce rythme-là, les cyber n'ont plus personne. Même certains députés de la majorité restent perplexes. On peut bien accepter que les opérateurs veuillent changer les prix, mais on ne peut pas accepter, en vous levant un matin, subir parfois des hausses qui vont jusqu'à 500%. Le ministre des Télécommunications affirme que c'est l'autorité de régulation qui doit surveiller les prix, pas le gouvernement. Ceux qui pensent, et j'ai déjà entendu cela, que c'est une politique gouvernementale d'augmenter les prix de l'Internet pour empêcher, comme une barrière numérique, pour empêcher les gens d'accéder à l'Internet pour des raisons politiques, c'est faux et archi faux. Les opérateurs, eux, expliquent n'avoir pas eu le choix et invoquent des contraintes financières et un harcèlement fiscal.
C'est un procès emblématique qui s'est ouvert ce lundi à Brazzaville contre un opposant. Paulin Makaya de l'UPC est poursuivi pour incitation à l'ordre public. On lui reproche d'avoir organisé et participé à la marche du 15 octobre dernier contre le changement de la Constitution voulu par le président qui a permis au chef de l'État de briguer un nouveau mandat. En détention préventive depuis 6 mois, l'opposant a plaidé non coupable. Sa demande de remise en liberté a été rejetée. Écoutez son avocat. Pour moi, j'estime que le rejet de ma demande de mise en liberté provisoire n'est pas légal. Mais qu'à cela ne tienne, vu que l'affaire a été renvoyée au 27 juin 2016 pour réquisition et plaidoirie, à cette occasion, je formulerai de nouveau, comme la loi me l'autorise, une deuxième demande de mise en liberté provisoire, cette fois-ci devant la juridiction du jugement. Et devant la justice, lui aussi, Oscar Pistorius devrait être fixé cette semaine définitivement sur son avenir. L'audience a démarré ce lundi. C'est une semaine décisive qui s'ouvre pour l'athlète paralympique reconnu coupable du meurtre de sa petite amie. Reste à présent à déterminer sa peine. Le récit de Caroline Dumais. C'est la dernière ligne droite pour le champion paraolympique et ça n'est pas la plus facile. Oscar Pistorius refuse de venir témoigner à la barre, mais il va bien être obligé de revivre les derniers moments de sa petite amie Riva Steenkamp, qu'il affirme toujours avoir tué par erreur. C'était il y a plus de 3 ans. Et cette semaine, à Pretoria, des impressions de déjà-vu. Avec le procureur général Rerinel, celui que l'on surnomme le bulldog, qui fait tout pour alourdir la peine. De l'autre côté, son avocat, Barry Roux, à qui il a confié toute sa fortune et sa seule planche de salut. Et puis bien sûr, il y a la juge Massipa. Elle était plutôt clémente en octobre 1994, dans le bénéfice du doute, mais la Cour suprême l'a ramenée à l'ordre. C'est un meurtre dont il s'agit, c'est un meurtre que l'on juge en Afrique du Sud. La sentence tombera avant la fin de la semaine. C'est la première journée internationale des albinos ce 13 juin, une date symbole fixée en 2015 par les Nations Unies pour défendre les droits de ces populations persécutées, agressées, voire tuées dans certains pays d'Afrique en raison de croyances liées à la sorcellerie. Toute la communauté albinos de l'île d'Ukerewe, en Tanzanie, a célébré cette journée particulière. L'île en abrite 75, pour la plupart arrivés après avoir été abandonnés par leur famille ou avoir fui les violences dont ils sont victimes. Ce week-end se tenait à Paris la 10e édition du Salon de la mode interculturelle, le Labo International, un salon dédié à la mode ethnique et qui a pour but de faire sortir de l'ombre de jeunes créateurs, notamment originaires du continent africain. Reportage de Julie Dungeloff avec Salima Belhadj. Des robes, des sacs et des bijoux. Les jeunes créateurs présents au Labo International s'emparent des formes occidentales en tout genre pour les revêtir des couleurs du continent. Le métissage est le maître mot de toutes ces créations. Cette pièce, par exemple, c'est inspiré des colliers traditionnels africains qui sont assez imposants, etc. Et tout est revisité. Et il y a un côté très contemporain, finalement, dans ces pièces, avec l'ébène qui est très bien travaillé, les perles qui tombent et les couleurs très puissantes. Laurie Terrasse travaille en compagnie de sa mère. Elles ont ensemble développé une boutique sur Internet pour vendre leurs créations, mais il est aussi important pour elles d'être présentes dans ce type de salon. C'est à la fois une vitrine et une façon de démocratiser la mode africaine. C'est en tout cas ce que recherchent les fondateurs de Labo International. Le parcours est encore très très difficile et très compliqué parce que la mode est un métier très difficile et très ingrat et pour être reconnu il faut vraiment être excellent et c'est tout le travail là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des ateliers pour expliquer aussi à ces jeunes créateurs qu'il ne faut pas on ne peut pas devenir créateur comme ça. Il faut passer par des écoles, des stages, pour en faire un métier, mais c'est vraiment encore très difficile. En changeant son nom de Labo ethnique à Labo International, Yvette Taï-Coquillet veut toucher un public toujours plus large. Mais la tendance de cette saison est là pour nous le montrer. L'été sera wax ou ne sera pas. Et c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.